Le football européen est connu pour avoir l'un des plus gros palmarès au niveau international. Le vieux continent vous propose aujourd'hui de revenir sur les joueurs et les équipes européennes qui ont marqué l'histoire des Coupes du Monde. Alors avant toute chose, on voulait préciser que le vieux continent était un média indépendant. Chacun a son opinion sur le boycott ou non de la Coupe du Monde, mais en tant que média, c'est à nous justement de créer du débat autour de cette Coupe du Monde, sur ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors. Chacun après c'est son opinion personnelle sur le boycott ou non de celle-ci. Et sans plus tarder, on commence cette vidéo avec la première date importante à retenir, 1930. C'est le début des Coupes du Monde. La Coupe du Monde se passe alors en Uruguay. Et pour la petite histoire, c'est un Français qui marque le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. En l'occurrence, il s'agit de Lucien Laurent. Bon, en revanche, les performances des nations européennes à cette Coupe du Monde laissent à désirer. Et on passe tout de suite à 1934 et 1938. Deux Coupes du Monde qui se déroulent en Europe, plus précisément en Italie puis en France. Et c'est un 2-sur-2 pour la Squadra Azzurra. L'équipe d'Italie remporte les deux Coupes du Monde successivement et c'est la consécration pour le football fasciste. Il faut quand même savoir qu'à la base, celui qu'on surnomme le Duce n'aimait pas beaucoup le football parce que c'était un sport qui provenait d'Angleterre et qui était joué par les ouvriers et donc pour lui c'était un sport qu'il qualifiait de communiste. Mais en fait au fil du temps il va se rendre compte que sa présence dans le stade va lui permettre de faire davantage de propagande. Durant ce mondial, Mussolini pourra notamment compter sur les chemises noires qui assureront la sécurité. Et il faut aussi noter que d'ailleurs avant chaque début de match de l'Italie, les joueurs italiens effectuaient le salut fasciste. Et on va voir qu'en fait même les arbitres vont le faire. Et face à cela, la FIFA va décider de ne pas réagir dans le but que le football continue à se développer, ne cherche pas à créer de polémique. Enfin, à l'issue de la finale, lorsque l'Italie remporte la Coupe du Monde, Mussolini va venir personnellement leur apporter la Coppa del Duce, une coupe 4 fois plus grande que la Coupe du Monde réelle, dans le but de montrer toute sa puissance. En tout cas, après cette Coupe du Monde remportée par l'Italie en 1938, il va y avoir 12 ans sans Coupe du Monde, la faute, vous vous en doutez, à la Seconde Guerre mondiale. Et en 1950, quand la Coupe du Monde reprend, beaucoup de nations européennes sont encore traumatisées par le conflit et ne vont donc pas y participer. Le retour en force des Européens à une Coupe du Monde, c'est en 1954 et c'est en Suisse. Et il faut savoir que cette année-là, il n'y a pas vraiment de suspense. La Hongrie fait vraiment figure de grand favori. C'est la nation qui joue le mieux au football. Et la finale va donc opposer les Hongrois aux Allemands, plus précisément à la RFA, la République fédérale allemande, puisque l'Allemagne était en effet coupée en deux depuis 1949. Et à la surprise générale, la Coupe du Monde, qu'on surnommera d'ailleurs le miracle de Berne, sourit aux Allemands qui remportent 3-2 la finale contre la Hongrie. Alors cette victoire est vraiment essentielle pour l'Allemagne, sur le plan sportif bien sûr, mais également sur le plan politique. C'est un peu la première source de fierté nationale depuis la guerre de 1945. On passe sur les Coupes du Monde 1958 et 1962, où une seule équipe domine sans contexte, le Brésil de Pelé, et on arrive en 1966. La Coupe du Monde se déroule alors pour la première fois dans le pays qui a inventé le football, l'Angleterre. Et les Britanniques ne vont pas laisser cette occasion passer. Ils remportent la coupe à la maison. La défaite a toutefois un goût amer pour l'Allemagne de l'Ouest, puisque un des buts de l'équipe anglaise n'aurait en réalité pas franchi la ligne. Bon, à l'époque, vous vous en doutez, il n'y avait pas la goal line technologie ou la VAR, donc impossible de vérifier. Toujours est-il que l'Angleterre s'est imposée sur cette action litigieuse, et le franchissement ou non de la ligne est resté comme l'un des litiges les plus célèbres de l'histoire du football. En 70, rebelote pour le Brésil qui remporte déjà une troisième Coupe du Monde, toujours grâce à Pelé. Et en 74, c'est à nouveau l'Allemagne de l'Ouest qui remporte la compétition, cette fois face aux Pays-Bas de la légende Johan Cruyff. On arrive alors à la Coupe du Monde 1978. Alors, si aucune nation européenne n'a remporté le tournoi, c'est intéressant de revenir sur cette Coupe du Monde parce que comme avec le Qatar actuellement, il y a eu énormément d'appels au boycott. La Coupe du Monde se déroulait en effet à ce moment-là en Argentine, qui était une dictature. Et le meilleur joueur de l'époque, le néerlandais Johan Cruyff, qui jouait alors au Barça, avait décidé de boycotter pour protester contre la dictature. 4 ans plus tard, en 1982, c'est un autre scandale qui va émailler la Coupe du Monde, mais pas lié à des affaires politiques. Le gardien allemand Harald Schumacher va effectuer un véritable attentat sur le joueur Patrick Battiston. Harald Schumacher to be. Battiston could be in. He looks in trouble here, Battiston. Let's have another look at this. Oh, he's caught by the. Oh dear. Sauf qu'à l'incompréhension générale, l'arbitre ne va pas siffler de penalty ni donner de carton rouge au gardien allemand. Il faut savoir que c'était vraiment une rencontre à rebondissement. La France mène, se fait rejoindre par l'Allemagne. On arrive à 3-3 à l'issue des prolongations. Et la première séance de tir au but de l'histoire d'un mondial a lieu. La France incline 5-4 au tir au but et l'Allemagne ira en finale. À noter d'ailleurs qu'il y a eu pas mal de faits de jeu qui ont fait parler durant cette Coupe du Monde. Par exemple, lors du match France-Koweït, lors de la phase de poule de 1982. Alors qu'Alain Giresse vient de marquer, l'émir du Koweït en personne rentre sur la pelouse et parvient à convaincre l'arbitre d'annuler le but. Alors ce sera sans conséquence sur le score, puisque la France imposera tout de même 4-1. Mais on voit un peu l'importance que prend le football au fil des années dans la politique. En 1986, ça concerne pas directement l'Europe, mais on est obligé d'en parler, la fameuse main de Dieu de Diego Maradona, alors légende du Napoli. Alors pour ceux qui connaissent pas la main de Dieu, c'est une expression qu'on a donnée en fait au but de Maradona, qui se serait aidé volontairement de la main pour marquer un but. 4 ans plus tard, en 1990, c'est l'Allemagne qui remporte à nouveau la Coupe du Monde, déjà sa troisième, et Gary Lineker, l'attaquant de l'Angleterre, a déclaré une phrase qui est restée célèbre encore jusqu'à aujourd'hui. Je cite, « Le football est un jeu simple, 22 joueurs courent derrière un ballon pendant 90 minutes, et à la fin,
c'est toujours l'Allemagne qui gagne. En 94, ce n'est pas une nation européenne, mais c'est à nouveau le Brésil qui remporte la Coupe du Monde. Mais il faut quand même noter le parcours de deux demi-finalistes surprenants, la Suède et la Bulgarie, qui ont atteint ce stade de la compétition pour la première et d'ailleurs unique fois de leur histoire. On arrive alors en 1998. Bon, pour cela, je pense qu'on n'a pas besoin de vous dire qui était le vainqueur. C'est une victoire qui a marqué la France à vie. La génération de capitaine et Zinedine Zidane, auteur d'un doublé en finale. Et la phrase du commentateur Thierry Roland après la victoire 3-0 en finale contre le Brésil. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. 4 ans plus tard, la France arrive donc à la Coupe du Monde auréolée de son titre de champion. Mais en 2002, les nations européennes vont être très décevantes. La France est sortie dès le premier tour. L'Italie et l'Espagne, qui étaient à ce moment-là de grandes nations du football, sont sortis à la surprise générale par la Corée du Sud. Et à la fin, c'est le Brésil qui remporte sa 5e Coupe du Monde. C'est d'ailleurs le pays le plus titré à ce jour de la compétition. Toujours est-il que depuis 2002, les nations européennes se sont ensuite systématiquement imposées en finale de Coupe du Monde. En 2006, on vous épargne le coup de boule de Zizou et la victoire de l'Italie. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Zinedine. Ah, pas ça. Pas du tout avec pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. En 2010, c'était l'Espagne. En 2014, c'est l'Allemagne qui humiliait le Brésil 7-1 lors de la demi-finale. Et en 2018, la deuxième étoile pour l'équipe de France qui ramène la coupe à la maison. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ce type de format vous aura plu. On a plutôt l'habitude de faire des sujets politiques, mais dites-nous si les sujets sportifs comme cela vous intéressent. Et en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur la Coupe du Monde au Qatar et surtout sur les enjeux géopolitiques autour de l'attribution de cette Coupe du Monde ou encore des différents appels au boycott qui ont eu lieu, on a fait une vidéo avec Passion Sport dans laquelle on évoque les enjeux évidemment sportifs de cette Coupe du Monde, mais aussi ces enjeux géopolitiques. Voilà, et comme à chaque vidéo, il y a toujours un débat. Selon vous, une nation européenne va-t-elle remporter la Coupe du Monde au Qatar cette année? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et on se retrouve dimanche pour la prochaine revue d'actualité européenne.